Bonjour, aujourd'hui chapitre 4 sur l'analyse spectrale, dernier chapitre du premier thème observé. Donc ce chapitre va aborder des notions que l'on utilise en chimie, c'est-à-dire des techniques d'analyse et d'investigation dans la matière. Certains d'entre vous pourraient peut-être se demander comment se fait-il que suite à deux ou trois chapitres que l'on peut qualifier de physique, on passe directement à un chapitre de chimie. C'est tout simplement que l'on raisonne toujours et on parle toujours d'ondes, principalement d'ondes électromagnétiques. Jusqu'à présent, ces ondes électromagnétiques, on en a étudié leurs caractéristiques. Une onde qui passait à travers une ouverture d'ordre de grandeur de sa longueur d'onde, faisait des diffractions, deux ondes qui interféraient, et ensuite l'effet Doppler lorsqu'il y avait une différence de vitesse entre un émetteur et un récepteur. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la manière dont ces ondes interagissent avec la matière et toutes les informations qu'elles peuvent nous donner en interagissant. Donc vous voyez que si je prends les notions et contenus, c'est-à-dire les choses qu'on va aborder, que vous allez devoir savoir à l'issue de ce chapitre, on a donc trois types de spectroscopie: la spectroscopie UV visible, la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie RMN. Alors le cours que je vous propose revient dans un premier temps sur tout ce que c'est qu'une molécule organique, les différentes façons de la nommer, donc ça j'aurai l'occasion de faire tout le TD en cours, sur les formules brutes, les formules éclatées ou semi-développées ainsi que développées. On parlera de la formule topologique, on verra un certain nombre de choses concernant la nomenclature, donc qu'est-ce que c'est qu'un groupe caractéristique, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, et la manière de nommer les principaux groupes fonctionnels que vous devez connaître pour l'épreuve. Ces différentes spectroscopies vont donc consister à envoyer des ondes électromagnétiques sur de la matière et à regarder comment celle-ci réagit. Les deux premières, que sont la spectroscopie UV visible ainsi que la spectroscopie infrarouge, sont des spectroscopies d'absorption, c'est-à-dire que la matière va absorber l'onde électromagnétique et cette absorption va modifier ou provoquer des modifications au sein même de sa structure. Alors je vous ai mis ici trois graphes. Le premier montre que en termes d'énergie, on va commencer par étudier celui-ci. L'énergie figure sur la flèche jaune en bas et s'exprime en électronvolts, et vous voyez que les rayonnements les plus énergétiques sont les rayonnements gamma suivis des rayonnements X. Ces rayonnements très énergétiques provoquent des transitions nucléaires, c'est-à-dire qu'il y a des modifications de la structure du noyau. Toutes ces choses-là sont étudiées lorsque l'on fait de la physique nucléaire, ce n'est pas du tout l'objet du chapitre. Quand on diminue un petit peu l'énergie de ces photons, donc l'énergie de l'onde électromagnétique que l'on va envoyer sur la matière, on arrive dans l'UV. L'UV, globalement, on est entre 100 et 3 électronvolts, et là, l'énergie est suffisante pour provoquer des transitions électroniques. Qu'est-ce que c'est qu'une transition électronique? C'est que l'on réussit à faire passer un électron d'un niveau à un autre. Alors, il reçoit de l'énergie, il va passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, il va repasser à un niveau inférieur en émettant une énergie qui correspond exactement à celle qu'il a reçue. C'est ce que vous avez étudié en classe de première. Si on diminue encore, on arrive donc dans le visible. Le visible, c'est entre 2 et 3 électronvolts. Même principe, on est toujours sur des transitions électroniques. Et quand on diminue l'énergie et qu'on passe dans les infrarouges, c'est-à-dire de 2 électronvolts à 1 milliélectronvolt, on se rend compte que cette fois-ci, l'énergie n'est pas suffisante pour provoquer une transition électronique. On se contente de faire vibrer les molécules. C'est-à-dire que on n'est plus dans l'atome lui-même, mais on est dans la structure moléculaire. Et c'est les vibrations entre deux atomes qui vont être sollicitées lorsqu'on envoie un rayonnement infrarouge. Si on diminue encore l'énergie, on passe dans les micro-ondes, ce ne seront plus des vibrations, mais ce seront ce qu'on appelle des rotations. Si je vous présente un schéma un petit peu différent où vous avez des niveaux d'énergie, vous voyez que vous avez une grosse bande d'énergie ici. Ça correspond, lorsqu'on passe de la bande du bas à la bande du haut, à une transition électronique. C'est-à-dire que le saut d'énergie est le plus grand et ça correspond donc à une spectroscopie UV ou visible. Dans ce niveau qui correspond à une position d'électron sur sa couche de valence, on a différents états. Donc vous avez une deuxième possibilité, c'est que vous voyez que vous avez
un certain nombre de lignes noires qui correspondent à des niveaux vibrationnels. Donc quand on fournit pas assez d'énergie pour passer de ce niveau-là à celui-là, on peut se contenter de passer de ce niveau-là à celui-là. Donc d'une ligne noire à une autre ligne noire, on a une énergie qui est plus petite que l'énergie nécessaire pour la transition électronique et qui va nous permettre de faire une transition entre des états vibrationnels. Donc là, on est dans l'infrarouge proche. Si par contre on diminue encore, et c'est ce qu'on voit avec les petites lignes bleues, les niveaux d'énergie entre deux états vibrationnels, on arrive aux états rotationnels. Et donc là, l'énergie pour faire le petit saut entre deux lignes bleues est encore plus petit qu'entre deux lignes noires, lui-même plus petit qu'entre deux niveaux électroniques. Et donc vous avez ici la hiérarchie des niveaux énergétiques. Les niveaux électroniques sont ceux qui nécessitent pour transiter de l'un à l'autre la plus grande énergie, suivi des niveaux vibrationnels, suivi des niveaux. Alors la première étude détaillée concerne donc la spectroscopie UV visible. Donc c'est une spectroscopie qui se fait avec des rayonnements qui sont relativement énergétiques. Le principe c'est que lorsqu'on observe un spectre, on va avoir un spectre qui sera d'une absorbance en fonction d'une longueur d'onde. Alors c'est une technique qui est relativement quantitative, qui ne permet pas d'identifier un produit précis, mais plutôt ce qu'on appelle un groupe chromophore, c'est-à-dire un groupe qui va être sensible au rayonnement UV visible, et donc qui va avoir un certain nombre d'électrons de valence qui vont pouvoir transiter d'un niveau à l'autre. On définit de ce fait, donc je reviens juste sur le principe. Le principe de cette spectro, c'est qu'on fait passer un faisceau incident d'une certaine intensité à travers une cuve qui contient la solution qu'on veut étudier. On a donc un faisceau transmis qui sera certainement moins intense que le faisceau incident. Et donc ça nous permet de définir un certain nombre de grandeurs, la transmittance, qui est le rapport de ce qui est passé sur ce qui a été incident, et l'absorbance, qui est égale à moins log de la transmittance. Donc globalement, cette spectroscopie va nous permettre de donner des informations lorsque les solutions sont colorées. L'influence de la coloration et donc de la concentration de la solution pourrait être suivie grâce à la seule loi quantitative que l'on verra dans ce chapitre qui s'appelle la loi de Beer-Lambert, qui signifie et qui explicite le fait que l'absorbance va être proportionnelle à la concentration de la solution, à l'épaisseur, donc la largeur de la solution qui va être traversée par le rayonnement, et va dépendre de la nature de cette solution. Une solution qui est rouge, avec une certaine intensité et une certaine coloration, n'absorbera pas de la même manière qu'une solution verte, qui, elle, a une absorbance différente et une nature différente. Donc globalement, cette spectro UV visible, la seule chose à retenir, c'est que les solutions qu'on va spectrographier sont des solutions très souvent colorées, ou en tout cas sensibles au visible ou à l'UV, et on pourra faire des dosages spectrophotométriques en suivant l'absorbance en fonction de la concentration. Quand on fera ce genre de choses, vous verrez qu'on s'intéressera toujours à la longueur d'onde où la solution absorbe le plus la lumière. Et donc, si je prends par exemple cette solution-ci, vous voyez qu'elle n'absorbe pas de manière continue les rayonnements. Il y a une longueur d'onde pour laquelle elle absorbe au maximum. Donc ici, cette solution absorbe au maximum pour quelque chose qui est dans le rouge. Si elle absorbe du rouge, ça veut donc dire que la solution telle qu'on la voit nous apparaît tout sauf rouge, puisque le rouge est absorbé. La deuxième spectroscopie que l'on va étudier cette année est la spectroscopie infrarouge. On a donc des rayonnements qui sont moins énergétiques que dans le cas de la spectro-UV visible. Cette spectroscopie a un gros avantage, et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle est très utilisée dans un laboratoire, c'est qu'elle permet une analyse relativement fine sans être destructive. C'est-à-dire que vous envoyez des rayonnements sur un échantillon, vous allez voir comment ce rayonnement vibre, sans pour autant détruire ni altérer les liaisons. Cette spectroscopie va aussi nous permettre, de ce fait, de déterminer un certain nombre de groupes fonctionnels dans la molécule, c'est-à-dire qu'on va avoir des liaisons caractéristiques en termes de vibration, que ce soit entre un atome de carbone et d'oxygène, carbone et d'hydrogène, et donc on va pouvoir, sur un spectre infrarouge, voir la présence d'un certain nombre de liaisons chimiques et donc de groupes fonctionnels. En abscisse, on place le nombre d'ondes, sigma,
qui correspond à l'inverse de la longueur d'onde, et en ordonnée figure la transmittance. Donc attention à bien comprendre comment se déchiffre un spectre infrarouge comme celui-ci. Donc si j'ai 1 ou 100% de transmittance, ça veut dire que tout est transmis. Donc la présence d'une liaison sera effective lorsque on n'a plus 100% de transmittance, c'est-à-dire lorsque vous avez quelque chose qui descend. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, il faut regarder quasiment le spectre à l'envers. Le pic, il est là, ici, et pas du tout ici. D'accord? Puisque la transmittance la plus faible, donc l'absorption la plus grande, a lieu ici. Donc on va avoir un pic qui sera centré sur 3300 cm-1 et un autre pic ici. Ça, c'est pas du tout un pic. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce spectre se découpe en plusieurs bandes. Tout ce qui est situé en dessous de 1500 cm-1 globalement est considéré comme une empreinte digitale et donc non exploité par nous cette année. On s'appliquera plutôt à regarder ce qui se passe entre 1500 et 4000 cm-1. Alors, comme je le disais tout à l'heure, chaque bande va correspondre à un type de liaison, et donc systématiquement, lorsqu'on étudie un spectre infrarouge, on a à disposition un tableau qui vous précise les différents types de liaisons, leur positionnement, le type de bande, est-ce que c'est une bande qui est fine ou qui est large, et l'intensité, une intensité moyenne, forte ou faible. Et donc en croisant les données du tableau et ce que vous voyez sur le spectre, vous arrivez à déterminer la présence ou non de telle ou telle liaison, et donc la présence ou non de tel ou tel groupe fonctionnel. Et cette spectroscopie va être très intéressante pour suivre par exemple l'évolution d'une transformation. Quand vous avez un alcool qui s'oxyde en aldéhyde, la liaison OH devient une liaison carbone double liaison oxygène. Et cette modification de la structure va se traduire par certaines bandes qui vont disparaître et d'autres bandes qui vont apparaître. Alors une remarque importante concerne la liaison hydrogène. Donc là, j'aurai l'occasion de revenir à l'occasion d'un certain nombre d'exercices sur ce que c'est que la liaison hydrogène. Sachez que la liaison hydrogène est une liaison intermoléculaire entre un atome d'oxygène d'une molécule et un atome d'hydrogène de l'autre. Et donc cette liaison oxygène crée une structure relativement grande. Et cette liaison hydrogène est visible lorsque l'on fait un spectre infrarouge. Dernier type de spectroscopie, c'est la spectroscopie RMN. Donc là, contrairement aux deux spectroscopies précédentes qui étaient des spectroscopies d'absorption, là on a une spectroscopie de résonance. C'est-à-dire qu'on va envoyer toute une gamme d'ondes et on va regarder comment tel atome, en l'occurrence le proton, puisque c'est la résonance du proton H+, comment le proton, c'est-à-dire en clair l'atome d'oxygène, résonne. Et donc selon l'environnement de ce proton et selon la fréquence que l'on envoie, on va voir le proton qui va entrer en résonance. Et cette entrée en résonance va se traduire sur le spectre par un pic. Alors, on va avoir toute une série de signaux, le signal étant un ensemble de pics. Ces signaux sont placés sur un axe horizontal qui est gradué en déplacement chimique. Il n'y a pas de grandeur associée à l'axe vertical. On a toujours au zéro ce qu'on appelle un signal de référence, et une troisième courbe qui ressemble à un saut de pH qui s'appelle la courbe d'intégration. Donc on a trois informations apportées par chaque spectre. On verra, lorsqu'on étudiera ces différents spectres, qu'il y a deux choses importantes à voir. La première, c'est cette notion de proton équivalent, c'est-à-dire de trouver sur chaque atome de carbone les atomes d'hydrogène qui peuvent avoir un comportement semblable et qui vont donc résonner de la même manière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose va être de trouver le nombre de voisins qu'ont ces protons équivalents. Le nombre de protons équivalents va déterminer la hauteur de la courbe d'intégration et le nombre de voisins va déterminer le nombre de pics de chaque signal. Voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir sur ces notions plus en détail en les illustrant à l'aide d'exercices.